Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes chers spectateurs, préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'espace, car nous allons plonger dans l'histoire éblouissante de la Renaissance française. Accrochez vos ceintures, car cette aventure sera aussi épique que la grandeur de l'époque elle-même. Nous allons parler aujourd'hui du grand et unique François Ier. Avec mes amis Rodolphe et Arthur, nous allons vous présenter l'imposante création de François Ier, alias le château de Chambord. Tout d'abord, pour commencer notre passionnante aventure, remettons un petit peu d'ordre dans tout ce bazar. Oui, parce que c'est vrai que quand même, à l'époque, le château de Chambord, c'était un peu fouillis. On peut penser qu'un jour, François Ier, en buvant son café un petit matin, au lever de soleil, qui s'est dit « Paf, je vais poser un château de 156 mètres de long, 117 mètres de large et 56 mètres de haut, avec 440 pièces, 365 cheminées, 87 tourelles et 84 escaliers. » Cette construction est en réalité très importante et a été pensée pour un usage spécifique. C'est donc de cette vidéo que nous verrons l'ingéniosité de François Ier. Imaginez-vous être transporté à l'aube de la Renaissance, une époque où l'art et la culture et le raffinement étaient les piliers de la société. Au sommet de cette pyramide de luxe s'y trouvait François Ier, un monarque visionnaire qui a élevé la vie de cour à de nouveaux sommets de splendeur et de sophistication. La cour de François Ier n'était pas simplement un rassemblement de nobles, et non mes amis. C'était un spectacle itinérant, une procession majestueuse à travers les terres de la France. Des châteaux aux jardins et des forêts aux rivières, la cour se déplaçait tel un phénix enflammé, laissant derrière elle un éclat d'émerveillement et d'élégance. Les fêtes somptueuses, les banquets fortunés et les tournois épiques. Tout cela faisait partie de la vie intégrante de la cour de François Ier. Mais ce n'était pas seulement du divertissement, c'était aussi une stratégie politique brillante. François Ier était un véritable prince des arts, utilisant la culture et le raffinement comme outil de domination sur les puissants grands de son époque. Par son mécénat des arts, il a attiré les plus grands esprits à l'époque de la cour, faisant de lui le centre incontesté de la Renaissance française. Pour commencer, nous allons revenir sur la vie de François Ier. François Ier est né le 12 septembre 1994 à Cognac. Il devient comte d'Angoulême à seulement 2 ans à la mort de son père, Charles de Valois d'Orléans. Il grandit alors sous l'influence de sa mère, Louise de Savoie, et de sa sœur, Marguerite d'Angoulême, qui lui donne le goût du raffinement. En 1514, il épousa Claude de France, la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et devient donc duc de Valois. À la mort de Louis XII, cette union fait de lui le seul héritier de la couronne de France. Il est sacré à Reims et poursuit la politique de ses prédécesseurs. Ainsi, avec sa grande armée, il marche donc sur l'Italie. Grâce à leur commandant plein d'ardeur, les Français écrasent les Suisses, alors qu'ils étaient les plus puissants. C'est la célèbre bataille de Marignan. Mais son ambition ne reste pas là. À la mort de l'empereur Maximilien, François Ier se porte donc tout de suite volontaire pour le trône du Saint-Empire romain germanique, mais perd face à son rival, Charles d'Espagne, qui deviendra Charles Quint. Le roi de France essaye alors de s'allier avec Henri VIII d'Angleterre, mais celui-ci préfère s'allier avec Charles Quint. La France se retrouve alors entourée de territoires ennemis, position pas du tout avantageuse, mais qui ne va pas empêcher le roi de se lancer dans une guerre qui, très vite, tourne à son désavantage. Il n'hésite toutefois pas à entreprendre le siège de Pavie en 1525. La situation est donc de plus en plus périlleuse pour les forces françaises, mais François Ier refuse de se déshonorer en reculant, les menant à la défaite et le faisant prisonnier. Il est alors relâché à la signature du traité de Madrid, dont il ne respecte aucune clause et qui relancera la guerre. François Ier n'hésite pas à s'allier avec tous les mouvements contre l'empereur, tels que les protestants allemands en 1531 ou les Turcs en 1536. Au final, le conflit s'achève en 1544, lorsque le traité de Crépy est signé. Malgré la guerre, François Ier apporte énormément au développement intellectuel et artistique français, ce qui l'amène à protéger des humanistes, écrivains et poètes tels que Marot ou Ronsard, mais aussi à développer l'architecture française avec notamment le château de Chambord. Le château de Chambord est un château emblématique. Celui-ci fut construit à partir de 1519 sous les ordres de François Ier. Le chantier dura de nombreuses années, mais aucune date de fin n'a été déclarée due aux nombreuses modifications qu'il y a eu tout au long de son histoire. Ce château qui mélange le style de la Renaissance italienne et française est unique en son genre. On lui donne notamment le célèbre escalier à double hélice de Léonard de Vinci.
Le château est aussi particulier grâce aux nombreuses tours, tourelles et cheminées qui lui donnent cette harmonie particulière très appréciée. Il fait aussi partie du plus grand parc forestier d'Europe avec ses 5000 hectares et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Il accueille aussi des expositions d'art, des concerts ou des festivals. Mais François Ier n'y a pas vécu très longtemps. En effet, le château de Chambord n'était qu'un château de passage parmi tant d'autres dans le Tour de France du roi, car François Ier n'était pas un roi comme les autres. Il n'avait pas de château attitré dans lequel il séjournait comme Louis XIV avec Versailles. Il voyageait plutôt avec sa cour de 18 000 personnes à travers la France pour affirmer son pouvoir sur les seigneurs français. Ce qu'il faut retenir. En effet, le château de Chambord est une des très grandes références de la région du Loir-et-Cher et de la France entière, où François Ier a su élargir son territoire grâce à ses conquêtes. En conclusion, Chambord et la cour de François Ier représentent bien plus que des vestiges de l'histoire française. Ce sont des symboles vivants de la grandeur et de l'innovation de la Renaissance. À travers leur splendeur et leur luxe, ils nous rappellent l'importance de la culture et de l'art, de la construction du pouvoir politique. François Ier, en tant que prince des arts, a laissé un héritage éblouissant qui continue à inspirer et à captiver les générations futures. Ainsi que ce soit en admirant les majestueuses tours de Chambord ou en imaginant les fêtes somptueuses de la cour, que nous sommes invités à célébrer l'incroyable richesse culturelle et historique de la France. Et ben voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. No, God! No, God, please, no! 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 Abonne-toi s'il te plaît, like et active la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochains chefs-d'œuvre.